Bon, bah donc on va faire les principes des traitements locaux des sarcomes rétropéritonéaux. Donc, j'insiste parce que Bérénice l'a bien dit, mais les tumeurs rétropéritonéales, en gros, il y a la moitié de sarcomes. Il faudra soit les marqueurs tumoraux si on suspecte une tumeur germinale, soit la biopsie de manière à adapter la stratégie chirurgicale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour les tumeurs graisseuses, il est indispensable d'avoir la biopsie aussi parce qu'il n'y a pas que des liposarcomes. Il y a aussi des tumeurs graisseuses bénignes. Par exemple, là, c'est un lipome, vous voyez, et donc il faudra la biopsie avec la recherche d'amplification de MDM2. Donc ça, c'est les guidelines que je vous ferai passer. Donc, pour toutes ces tumeurs rétropéritonéales, la biopsie par voie rétropéritonéale, comme l'a dit Bérénice. Là, vous voyez un exemple de biopsie par voie rétropéritonéale. Alors, pas de biopsie chirurgicale, parce que les biopsies chirurgicales ouvrent la tumeur dans la cicatrice et on s'expose à une poursuite évolutive à travers la cicatrice. C'est ce qu'on voyait aussi à l'époque des biopsies chirurgicales de tumeurs de membres. Et là, en plus, la biopsie chirurgicale a été faite près du sphincter, ce qui fait que ça a imposé une petite résection sphinctérienne au moment de la chirurgie. Alors, bien évidemment, là aussi, il faudra la RCP de manière à définir la stratégie thérapeutique. Là, vous voyez, c'était un patient qui avait un Ewing à la biopsie, un Ewing extrasquelettique. Et bien entendu, dans ce cas-là, on commencera par un traitement médical qui permet de faire un geste chirurgical beaucoup plus simple. Donc, dans certains cas, on discutera un traitement médical. Il y a des tumeurs rétropéritonéales ou sous-péritonéales qui sont des tumeurs desmoïdes. Et comme vous le savez, ce sont des patientes pour lesquelles on discutera soit une surveillance en première intention, soit éventuellement un traitement médical. Là, c'est une patiente qui avait une tumeur desmoïde en postpartum et on avait opté pour un traitement hormonal. Et donc, ça évite des chirurgies mutilantes à ces femmes souvent jeunes. Donc, globalement, la stratégie thérapeutique, c'est soit il n'y a pas de graisse et donc on fera éventuellement les marqueurs tumoraux et s'ils ne sont pas élevés, on fera la biopsie. Si c'est des tumeurs, une fois qu'on a la biopsie et le scanner thoracique, si ce sont des sous-types histologiques chimiosensibles, on commencera par le traitement médical. Si c'est des sarcomes rétropéritonéaux, style liposarcome, légumiosarcome, on partira sur une chirurgie adéquate, on en discutera après, ou on discutera éventuellement dans certains cas pour les liposarcomes rétropéritonéaux, une radiothérapie préopératoire. Et si c'est des patients qui ont une tumeur bénigne, on fera soit un wait and see si c'est une tumeur desmoïde, soit une chirurgie beaucoup plus limitée. Là, c'était un patient qui avait un schwannome rétropéritonéal. Bien évidemment, on va garder les racines du crural. Et puis, si c'est une tumeur graisseuse, donc là, c'est indispensable d'avoir la biopsie parce que ça peut être, là, vous voyez, c'est un patient qui avait un myélolipome, ça sera une énucléation simple. Et là, c'est un liposarcome, une chirurgie compartimentale. Donc, la deuxième étape, c'est j'insiste parce que c'est fondamental. La plupart des erreurs qu'on voit, c'est des chirurgies incomplètes. Donc, bien analyser l'imagerie. Là, vous voyez un patient qui avait une tumeur bien différenciée, dédifférenciée. Et en fait, ce qui a été enlevé, c'est juste la partie dédifférenciée. Il y a tout le reliquat macroscopique derrière. Là, pareil, ce qui a été enlevé, c'est la partie dédifférenciée et il reste le dédifférencié en postérieur. Là, pareil, vous voyez des images de sarcomes rétropéritonéaux. Et là, vous avez tout le bien différencié qui est là. Et le radiologue avait décrit juste cette partie dédifférenciée avec une extension bien différenciée en avant de la veine cave. Donc, c'est vraiment, en fait, je dirais, dans la chirurgie des sarcomes rétropéritoines, c'est vraiment très, très important d'avoir une bonne analyse radiologique parce que on va dire que la moitié des erreurs sont des erreurs liées à l'analyse radiologique. Voilà, donc là, vous voyez encore des exemples. Parfois, le volume est difficile à apprécier parce que là, il y avait une extension dans le psoas avec une zone dédifférenciée dans le psoas
une partie qui était derrière le rein. Donc, c'est des volumes parfois difficiles à analyser. Et puis, comme le disait Bérénice, mais j'insiste là aussi parce que c'est très important, bien analyser les extensions à travers les défilés anatomiques parce que ça modifiera éventuellement les voies d'abord. Donc, très classique, l'extension à travers les chancrures sciatiques, à travers le hiatus œsophagien, l'orifice inguinal. Donc, il faut bien les rechercher et éventuellement là, on peut s'aider d'une IRM. Et dans certains cas, il peut y avoir une atteinte osseuse, que là aussi, il faut systématiquement rechercher une atteinte osseuse parce que ça non seulement ça modifie la voie d'abord, mais c'est pas le même chirurgien qui opère. Là, vous voyez, la biopsie, c'était un chondrosarcome et en fait, il y avait une extension au niveau du sacrum. Donc, c'est vraiment important. Donc, comme l'a dit Bérénice, en fait, en tant que chirurgien, il faudra vérifier nos critères de résécabilité. Donc, c'est essentiellement la mésentérique supérieure. Le plus souvent, la mésentérique supérieure, elle est refoulée du côté contralatéral à l'origine de la tumeur. Donc, en fait, on cherche son trajet coupe par coupe de manière à bien voir si la mésentérique comment dire, est libre. Parce que si elle est libre, le tronc cœliaque, à la limite, c'est moins un critère de non-résécabilité. Dans ce cas-là, il n'y a pas de critère objectif. S'il n'y a pas de sarcomatose, la lésion est résécable. Donc, il faudra des voies d'abord adéquates, mais la lésion est résécable. Là, c'est des patients qu'on opère avec une grande oxyphobienne et des refends le plus souvent des deux côtés. Donc, dès qu'il y a une chirurgie fragmentaire, le pronostic est moins bon. Donc, le premier critère, c'est de faire une exérèse monobloc. Et ensuite, on discutera l'étendue de l'extension. Alors, en fait, il y a vraiment deux prises en charge différentes. Il y a soit les sarcomes viscéraux, et donc, dans ce cas-là, c'est des résections d'organes ou comme on le voyait hier, la vessie, on essaiera de garder la vessie et donc on passera à 1 ou 2 centimètres et donc on fera une résection segmentaire. Et donc en général, ces sarcomes-là sont mieux opérés que les sarcomes rétropéritonéaux, alors que pour les sarcomes rétropéritonéaux, c'est la même philosophie que les sarcomes de membres. Il y aura le problème des marges. Et comme c'est une tumeur qui n'est pas dans un compartiment, qui n'est pas sur un organe, en fait, on va essayer d'optimiser les marges en enlevant éventuellement des organes adjacents. Donc, ce concept de chirurgie compartimentale, il s'adapte essentiellement au liposarcome. C'est-à-dire qu'au début, on avait tendance à proposer une chirurgie compartimentale à tous, et en fait, maintenant, on ne propose ces chirurgies compartimentales qu'essentiellement aux patients dont le risque de rechute locale est élevé. Donc, c'est les liposarcomes. Les léiomyosarcomes, les TFS, les MPNST, en fait, on n'enlève que la tumeur et ce qu'elle enlève. On ne fera pas une chirurgie compartimentale. Donc, en fait, il y a 2 études qui ont été un petit peu à l'origine du développement de ces chirurgies compartimentales. C'était l'étude de l'AFC, où on avait montré que les patients qui avaient une chirurgie compartimentale avaient un taux de rechute locale qui était beaucoup moins important que les patients qui avaient une exérèse simple. Donc ça, c'était une étude multicentrique. Et là, c'était l'étude d'Alessandro Gronchi en Italie qui avait montré que les patients, donc ces 2 périodes, alors c'est un petit peu critiquable, mais enfin bon, et il avait montré que les patients de la première période qui avaient une chirurgie à type dénucléation avaient un taux de rechute locale qui était beaucoup plus élevé que les patients qui avaient une chirurgie compartimentale. Et en fait, quand on compare les résultats de ces séries avec les patients qui ont eu des exérèses simples, on a une survie à 5 ans, une survie sans récidive et une survie globale qui est meilleure. Alors, parallèlement, dans l'étude rétrospective de l'AFC, on avait montré que les patients, parce qu'à l'époque, on faisait des réexcisions un petit peu comme pour les sarcomes de membres aux patients qui avaient eu une énucléation. Il y avait eu 21 patients qu'on avait fait. Et en fait, on avait montré que dans près de 80% des cas, il y avait un reliquat microscopique. Voilà. Alors, ceci étant, on a arrêté de faire ces réexcisions parce que c'est quand même lourd pour le patient et on a
on n'a pas vraiment montré que ça améliorait la survie globale. Donc, on ne conseille plus de faire des reprises d'exérèse élargie après énucléation. Et puis, l'autre étude qui avait étudié les pièces opératoires, en fait, c'est encore une étude italienne qui montrait que les organes enlevés de manière systématique, en fait, il y avait dans plus de la moitié des cas une infiltration microscopique. Et puis, il y a une autre étude là de Boston qui montre que cet envahissement microscopique est particulièrement important quand il s'agit de liposarcome, en particulier des différenciés. Toutes ces études, en fait, je vous les donnerai dans les documents. Hein. Alors, en fait, le premier papier qui a synthétisé la chirurgie compartimentale, c'est celui-là, qui est cosigné par la plupart des gens qui faisaient du sarcome rétropéritonéal. Donc, en fait, devant, et donc ça s'applique particulièrement, j'insiste, au liposarcome. Donc, quand on voit un liposarcome rétropéritonéal gauche comme celui-là, la mésentérique est simple. Là, vous voyez, le rein est inclus dans la tumeur. Hein. Tout ça, c'est du liposarcome en arrière. C'est l'aspect macroscopique que ça a à l'ouverture. Et donc, en fait, on partira sur une chirurgie compartimentale qui va enlever la tumeur en bloc avec ce qui est dedans. Le rein, on ne le voit même pas quand on fait l'exérèse, avec le côlon et le mésocôlon en avant qui vont correspondre à la berge antérieure qui va être saine, et on minimise les zones d'exérèse marginale, et en arrière, on enlève les aponévroses musculaires, et en dedans, on enlève le péritoine pariétal, éventuellement les obliques profonds s'il y a une infiltration musculaire qu'on aura d'ailleurs recherchée sur l'IRM. Donc c'est vrai, finalement, les zones marginales, elles vont être au niveau des vaisseaux qu'on n'enlève évidemment pas s'ils sont infiltrés. On passe dans l'adventice vasculaire. Donc vous voyez là, sur une lésion plus petite, la chirurgie type, là on a notre sarcome rétropéritonéal, et en fait on enlève en bloc le côlon, et donc ça correspond à la berge antérieure qui est donc saine, sauf si la tumeur a franchi le mésocôlon, ce qui arrive quand même dans un certain nombre de cas, auquel cas la séreuse est envahie. Là, en dehors, on a le péritoine pariétal parce qu'on est passé entre le péritoine et les muscles. Et puis en arrière, on ne le voit pas, mais on a les aponévroses. Là, on voit qu'on les a enlevées. Alors, après, la discussion, ça va être sur des organes comme le pancréas. Le pancréas, la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'on ne l'enlève que s'il est infiltré et qu'on ne peut pas faire autrement, ou parfois sur des très très grosses tumeurs, on n'a plus vraiment que du pancréas, on n'a plus que des îlots pancréatiques qui sont un peu dispersés, et dans ce cas-là, on peut être obligé de faire une splénopancréatectomie. Mais comme la morbidité est beaucoup plus importante parce que c'est des pancréas sains et qu'on s'expose à des fistules pancréatiques, des réactions des pancréatites avec des saignements, on ne le fait vraiment que si on est obligé. Et à droite, le duodénopancréas, c'est là qu'on aura la berge minimum. Mais bien évidemment, c'est pareil, on ne fera pas une DPC pour avoir des marges. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, c'est typiquement un liposarcome rétropéritonéal droit. L'aspect que ça a, la pièce opératoire. Donc là, on voit le muscle, mais il y a quand même des zones où on est marginal. Hein. Voilà. Et là, c'était un patient, on avait dû enlever une partie du psoas, on voit les racines du crural derrière. Alors, quand c'est des léiomyosarcomes, comme je le disais, alors souvent, c'est des léiomyosarcomes qui sont quand même sur des structures vasculaires. Hein. Là, on fera une chirurgie où on enlève la tumeur avec ce qu'elle infiltre, mais on ne fera pas des exérèses. Comme le risque, il est essentiellement métastatique, on n'enlèvera que la tumeur. Là, vous voyez, c'était un sarcome de veine cave, on avait enlevé la veine cave, point. Alors après, quand on sera entre chirurgiens, on discutera les modalités de reconstruction ou non. Là, en l'occurrence, la veine cave était quasi obturée et on voit bien qu'il y a plein de collatérales, et donc on n'avait pas mis de prothèse. Donc tout ça, je dirais, c'est maintenant bien décrit dans les différents consensus des gens qui font du sarcome du rétropéritoine, et donc je vous les passerai. Là, il y a eu un update sur les tumeurs primitives qui a été publié l'année dernière, et très clairement, il y a une différence de survie globale entre les patients qui ont été opérés par des chirurgiens experts qui le plus souvent font des chirurgies compartimentales. Donc là, c'est le groupe
du transatlantique Retroperitoneal Sarcoma Working Group. Et là, c'est la CIR database américaine où vous avez la plupart des patients qui sont opérés hors centre avec des chirurgies limitées. Et vous voyez, il y a quand même une différence de survie qui est extrêmement significative. Hein. Alors, cette chirurgie, finalement, elle est relativement safe quand elle est faite en centre expert. Hein. Vous voyez que la mortalité opératoire, elle est de l'ordre de 3%, de 2,5 à 3%. Il y a eu une enquête du TARS là, où il y avait 2,5%. Et le risque de réintervention, il est de l'ordre de 12%. Et bien évidemment, cette morbidité, elle est liée au fait qu'on est obligé en particulier d'enlever des organes comme le pancréas ou les vaisseaux avec pontage. Parce que quand on est obligé de faire des pontages parce qu'on a enlevé par exemple les vaisseaux iliaques, le patient est sous anticoagulant, il y a un gros champ opératoire et donc on s'expose à des hématomes, des problèmes comme ça. Voilà, là, c'est l'étude du TARPS qui montre que, en particulier, les résections pancréatiques, en particulier de la tête du pancréas et les résections vasculaires, augmentent ce risque de morbidité. Alors, pourquoi on adapte cette chirurgie au sous-type histologique? C'est parce que là, vous voyez le risque métastatique qui dépend complètement du sous-type histologique, avec le plus haut risque métastatique pour les léomyosarcomes, alors que pour des tumeurs comme les liposarcomies indifférenciées ou les tumeurs fibreuses solitaires, le risque de métastatique est faible. Et c'est exactement l'inverse pour le risque de rechute locale. Le risque de rechute locale, c'est essentiellement les liposarcomes dédifférenciés, mais aussi bien différenciés, alors que le risque de rechute locale des TFS et des léomyosarcomes est relativement faible. Et donc, c'est pour ça que progressivement, on a un petit peu évolué dans les recommandations de chirurgie de ces sarcomes rétropéritonéaux et donc on adapte totalement l'extension de la chirurgie au sous-type histologique. Donc, je répète, la chirurgie compartimentale pour les liposarcomes, dont on a la biopsie, hein, surtout pas faire une chirurgie compartimentale pour que tu n'as pas de 10 après que c'est un myélolipome, et pour les léomyosarcomes, les TFS, les MPNST, on fera une chirurgie qui est limitée à la tumeur et à ce qu'elle envahit. Alors là, vous voyez cette étude qu'avait fait au GSF Mot de tout le monde, le chirurgien spécialisé a des meilleurs résultats en termes de survie globale que les chirurgiens non spécialisés. Donc, alors, Strass a été publiée maintenant il y a 2 ans. Elle comparait la radiothérapie préopératoire aux patients qui ont eu la chirurgie d'emblée. Et donc, les résultats, c'est que de manière globale, pour l'ensemble de l'étude est négative. Et donc, dans les recommandations qu'on a mises à jour, le standard est de ne pas faire de radiothérapie préopératoire. Après, dans le sous-groupe liposarcome, il y a un fort signal, comme on dit, parce qu'on n'a pas le droit de faire de stade sur les sous-groupes, mais il y a un très fort signal en faveur de la radiothérapie préopératoire. Et en fait, dans des situations où l'anatomie de la tumeur fait qu'il y a un très haut risque de récidive, ou chez des patients qu'on ne pourra pas opérer plusieurs fois, je pense par exemple à des patients âgés, si le volume est compatible, on peut discuter dans ce cas-là la radiothérapie préopératoire. Voilà, donc ça c'était la conclusion de Strass que finalement, avec un petit peu plus de follow-up, il est possible qu'on mette en évidence, même sur l'ensemble de la population, un bénéfice, mais l'update sera fait à 5 ans. Alors, pour les patients qui ont une rechute, en fait, l'indication opératoire va dépendre un petit peu du sous-type histologique, du délai de la rechute et donc de pas mal de facteurs. C'est sûr que les patients qui bénéficient le plus d'une chirurgie de la rechute, c'est les patients qui ont eu un délai d'apparition de cette rechute long et en particulier pour les tumeurs bien différenciées. Donc là, je passe. Donc là, c'était un exemple, vous voyez, d'un patient qui avait un liposarcome rétropéritonéal localement évolué avec le rein et la veine cave à l'intérieur en 2001. Il a fait une première rechute en 2005, donc assez précocement. Et donc, comme c'était bien différencié, que le délai de la rechute était de 4 ans, il a été opéré donc en 2005. Et en 2015, il a fait une deuxième rechute, vous voyez, qui englobe